Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Vinciane Brunel-Vira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente de groupe écologiste à la métropole. Alors le 28 juin, il y a 2 ans, les écologistes arrivaient au pouvoir à la métropole. Comment vous regardez comment vous lisez le résultat des dernières élections présidentielles et législatives sur la métropole? Vous y voyez une forme de confirmation? Vous êtes plutôt devancé quand même dans ces deux scrutins? Une forme de confirmation quand même, parce qu'on a maintenant 4 députés de notre territoire voilà, qui représentent la métropole à l'Assemblée nationale. Donc il y a Marie-Charlotte Garin, Hubert Julien Laferrière, Gabriel Amar et Idir Boumertit. Donc on est quand même très heureux qu'ils soient députés à l'Assemblée nationale. Et puis j'en profite pour dire aussi une petite pensée pour Cyrielle Châtelain, donc élue en Isère, avec laquelle nous avons eu l'occasion de travailler, le plaisir de travailler, et qui est désormais la coprésidente de notre groupe à l'Assemblée nationale avec Julien Bayou. Donc c'était Et qui était collaboratrice tout à fait. De la métropole. De la présidence de la métropole. Malgré tout, quand même, la majorité présidentielle est devant vous sur ces 2 élections. Alors, ça dépend comment on compte, mais il y a 5 à 7 députés dans la métropole pour la majorité présidentielle. Bruno Bernard a dit qu'il ne voyait pas de rejet de ces politiques, mais il n'y a pas eu un soutien qui a progressé non plus auprès des électeurs. Moi, je trouve qu'en fait, on fait quand même de bons résultats et on ne peut pas le dire qu'il y a, au contraire, qu'il y a un rejet de cette politique-là. On a vu au travers de la coalition NUPES, finalement, nous, ces résultats de la NUPES, ça a aussi conforté notre manière de travailler à la métropole de Lyon avec nos partenaires écologistes, socialistes, communistes, insoumis. Et ça nous conforte dans cette direction-là, dans des choses qu'on a déjà expérimentées. Après, au niveau local, il faut quand même aussi remarquer qu'on n'a pas de député RN dans le Rhône par rapport à d'autres endroits. On a eu effectivement un résultat de 89 députés RN, ce qui est quand même une percée qu'on n'attendait pas. Donc ça, c'est remarquable, malheureusement. Et puis, cette situation, elle a quand même été causée par une position du président, qui n'était pas du président de la République, j'entends, qui n'était pas très claire non plus. Ces résultats-là, on sait qu'il ne s'est pas engagé dans la campagne, qu'il a eu une position un petit peu pas claire du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, concernant les consignes de vote et comment il fallait se positionner. Donc un peu plus clair que Jean-Luc Mélenchon à l'entre-deux tours de la présidentielle. Un peu plus clair, vous trouvez qu'il a été... il a repris les mêmes mots, pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour l'extrême droite, plus des consignes au cas par cas. Non, ce qu'il a dit, c'était que les extrêmes, finalement, ce qu'il a assuné, c'est que les extrêmes, que nous étions de l'extrême gauche et que un candidat écologiste, par exemple, une candidate du Rassemblement national, je pense à Marine Le Pen et Marine Tondelier, c'était la même chose. Ça, c'est vraiment dangereux pour moi. Et puis, finalement, il a été le président qui a mis à mal, qui a fracturé le Front républicain. C'est le premier président qui fait ça, qui assume ça, et les conséquences sont quand même, pour nous, inquiétantes. Et les premiers signes qu'il donne le sont aussi. Alors, pendant la campagne, on a vu Jean-Luc Mélenchon venir soutenir et puis être soutenu par les exécutifs lyonnais. Est-ce que cette relation avec Mélenchon ne vous enferme pas un peu avec la gauche de la gauche, quand diriger une grande métropole demanderait peut-être d'ouvrir? Ouais, on sait que vous avez été élu avec 42%, donc pas tout à fait de majorité absolue, mais vous n'êtes pas du tout dans la démarche d'aller chercher de nouveaux soutiens un peu plus au centre. Après, nous, dans le cadre de la coalition NUPES, ce qui a toujours été défendu, c'est que cette volonté en fait, de répondre à une demande des citoyens qui étaient l'union de la gauche, donc c'était une demande, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est parce que c'était notre devoir d'élus en responsabilité de mettre de côté nos dissensions et puis de travailler ensemble à cette union, donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a tous été d'accord pour dire qu'une coalition, ça n'empêche pas de garder son identité. C'est pour ça qu'effectivement, on s'était entendu sur le fait d'avoir chacun son groupe à l'Assemblée et puis un intergroupe pour faciliter le travail commun. Et je pense que ces formes-là sont des formes qui sont intéressantes en termes de travail parlementaire qui peuvent avoir lieu dans d'autres pays, les coalitions ne sont pas encore très reconnues en France, ou du moins en termes de pratique, mais c'est des évolutions intéressantes pour la suite. Alors revenons un peu à la situation de la métropole. L'opposition vous a beaucoup reproché depuis 2 ans de ne pas travailler avec elle, de ne pas chercher à élargir les majorités. Finalement, le président de la République, lui, va être obligé de le faire à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va vous inciter à avoir une autre pratique du pouvoir à la métropole de Lyon?
L'autre partie du pouvoir, ça c'est le discours de notre opposition. Quand on est président de la métropole, on est obligé de travailler avec les communes. Donc on travaille avec les maires des communes de n'importe quelle étiquette qui soit. Donc ce travail avec les gens de l'opposition, on le fait. Après, la lecture ou le discours politique, c'est autre chose. Les affrontements d'idées, c'est légitime. Mais on ne peut pas dire que non, on ne travaille pas avec l'opposition, puisque dans le cadre justement de nos compétences, on travaille avec les différentes communes. On les intègre dans les espaces de discussion. Je pense aux conférences territoriales des maires, par exemple. Donc il y a des espaces de discussion avec des gens qui ne sont pas du même bord politique. On a aussi monté certains groupes de travail avec l'opposition. Je pense notamment, il y a eu un travail sur la précarité, sur les jeunes étudiants pendant le Covid. Donc ça, c'était des expérimentations qu'on a faites intergroupe politique. Après, c'est vrai que souvent, l'opposition a démontré plutôt une non-volonté de travail en réalité, ou de blocage, ou de non-participation à des discussions. Je pense à les commissions autour de la mobilité qu'on a faites sur la question du retour de la concertation pour les métros, où on a organisé une commission avec tous les groupes politiques pour débattre ensemble sur les choix. Et certains n'étaient même pas présents, en fait. Donc, ils font des déclarations dans la presse. Mais après, quand c'est le moment de travailler ensemble, de se mettre autour de la table et puis de faire des propositions, là, il n'y a plus grand monde. Alors, ce matin, dans le Progrès, on entend le député de Lyon, Thomas Rudigoz, de la majorité présidentielle, dire qu'il était opposé au métro E, mais il est prêt à travailler avec vous pour le tramway, que vous semblez souhaiter vouloir, pour obtenir des financements du gouvernement là-dessus. Peut-être que vous allez travailler avec la majorité présidentielle, finalement. Écoutez, je suis ravie de cette évolution d'avis. Je pense que ce qui est important, surtout, c'est de s'entendre quand c'est un projet d'intérêt général. Et là, c'est vrai que le prolongement du métro via ce tram express, c'est vraiment ce qui correspond à la fois aux besoins énoncés de mobilité, on l'a bien vu au travers de la concertation, ces besoins-là, à la fois des infrastructures qui correspondent et à la topographie, et en termes de ce qu'il faut en termes de fréquence, déplacement voyageurs, aussi de coûts, hein, malgré tout. Les prédécesseurs avaient l'habitude de promettre du métro à tout le monde. Nous, on promet ce qui est réalisable. Donc, il faut ce ne sera pas le métro, pour le coup. Ce ne sera pas le métro, ce sera le tram express, mais qui, en termes de desserte et de fréquence voyageurs, est complètement tout aussi intéressante. Simplement, le fait de choisir une infrastructure qui est plus légère comme le tram express, ça nous permet de garder du financement pour aussi les autres territoires. Parce que l'idée, c'est d'avoir une répartition équitable des infrastructures pour tous les grands Lyonnaises et grands Lyonnais. Ce qui a été surprenant dans votre démarche en matière de plan de transport, c'est que finalement, pendant 2 ans, vous avez fait rêver avec des téléphériques, un plan métro. Tout le monde s'est dit, ah bah oui, les écologistes vont investir massivement et chacun a rêvé un peu de son projet. Et puis finalement, vous venez dire qu'il n'y aura pas de métro, il n'y aura pas de téléphérique, on fera du tramway. Pas de métro, ça veut pas dire pas de développement des mobilités, c'est pas la même chose. On a doublé l'investissement du Citral, on a fait un plan de développement de transport en commun qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, des nouvelles lignes de tramway pour désenclaver l'Est, hein, parce que ça fait quand même des années qu'on avait vous auriez pu gagner du temps, éviter des déceptions en disant dès le départ qu'il n'y aurait pas de métro. Après, parce qu'il fallait quand même prendre le temps d'avoir l'ensemble des données pour prendre des décisions. Après, je suis désolée qu'on ait besoin de se dire qu'on a besoin de données pour avoir un avis éclairé, mais nous, on a besoin quand même d'avoir une visibilité suffisante en termes de faisabilité technique et des besoins de la concertation, du retour des citoyens pour prendre nos décisions. Donc, une fois qu'on prend les décisions, on les réalise, par contre, mais on prend quand même le temps de la réflexion. Et sur le téléphérique, effectivement, on s'était engagé à attendre le retour de la concertation. La concertation a rendu un avis plutôt négatif, dont acte. On a pris en compte cet avis-là parce qu'on fait la vraie concertation, ce n'est pas un élément de langage. Après, moi, à titre personnel, c'est vrai que je regrette parce que ce projet, je pense que c'était vraiment un projet pertinent et intéressant, mais peut-être que ce n'est pas le moment maintenant, peut-être que ce sera plus tard. Mais puisqu'on est sur les mobilités, ce qui a été le plus visible ces 2 dernières années, ça a été le lancement de votre plan métro. Alors évidemment, il n'y a qu'une voie qui est lancée vraiment, on va attendre les autres, mais en tout cas, il y a une visibilité assez forte. Par contre, on a le sentiment que tout est très lent pour réduire la place de la voiture, les plans de piétonisation notamment. On a le sentiment presque que ça serait aller plus vite avec votre prédécesseur David Kimmelfeld. Pourquoi c'est si long? Alors, je pense qu'on est allé très très vite.
Si on voit en 2 ans ce qui a été fait justement sur le lancement des chantiers, sur le plan de piétonisation, sur le plan de végétalisation, là les forêts urbaines qui ont été plantées, les prairies qui ont été semées, les grands plans de 6500 arbres déjà d'alignement plantés, les chantiers du T6 qui vont bientôt démarrer, le fait de repenser un peu aussi l'organisation du Citral pour le rendre plus efficace. Vous voyez, quand vous travaillez à la fois dans la rapidité pour répondre aux besoins des citoyens et à la fois en profondeur, parce qu'en fait, il faut changer en profondeur notre collectivité dans sa manière de travailler, dans le fait de reposer aussi un fonctionnement efficace, des critères qui soient transparents. On s'est aperçu que voilà, il y avait certaines décisions sur des répartitions d'enveloppes, par exemple, qui étaient des critères un petit peu pas très objectifs. Donc nous, voilà, ça prend du temps aussi de remettre en place des outils de pilotage pour avoir à la fois une transparence, une visibilité claire, une direction assumée, et puis pouvoir prioriser les chantiers, parce que l'argent n'est pas infini des citoyens, et on doit être responsable quand on est élu. On a quand même le sentiment que sur ces 2 premières années, vous avez beaucoup subi les événements, vous n'êtes pas les seuls. On a eu le Covid, on a eu derrière aussi une explosion des consommations de drogue qui ont amené à des phénomènes de délinquance qui sont quand même plus violents que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Est-ce que là-dessus, oui, vous avez un peu subi les événements? Alors, les problématiques de violence ou d'insécurité, elles ne sont pas récentes, hein, elles sont là depuis plusieurs années. Il y a une évolution qui est un peu sur tous les territoires, notamment sur les métropoles. Donc, nous, on hérite des situations aussi passées. Il y a une partie qui est effectivement de ces situations d'actualité, et puis une partie aussi de décisions peut-être qui précédemment n'ont pas forcément aidé. Je pense à la réduction des effectifs de la police, et notamment la police de proximité, voilà, je pense qu'il y a une espèce de consensus quand même aujourd'hui pour dire que ce n'était pas forcément une bonne décision. Après, ce qui est important, moi je pense, dans ces problématiques de sécurité, c'est que les élus aient un discours d'apaisement. Et quand je dis apaisement, ça ne veut pas dire laxisme, hein. Apaisement, ça veut dire que ces problématiques-là, elles demandent beaucoup de coordination et de travail partenarial entre notamment la police municipale et la police nationale. Et puis aussi entre la justice et tout le process qui suit. Donc ce qui est primordial, c'est de travailler en bonne concertation et de mettre en place un climat qui favorise ça pour un travail efficace. La métropole n'a pas souhaité venir sur cette compétence-là. Oui, parce que c'est la compétence des municipalités. Ça, c'est le discours de Bruno Bernard depuis le départ. Alors, oui. Vos adversaires souhaitaient la création d'une police métropolitaine qui viendrait en complément des polices municipales, ou là où il n'y en aurait pas eu, ou des plans de caméras. Là, vous assumez de ne pas vouloir prendre en charge cette compétence de sécurité. C'est-à-dire que si c'est pour rajouter un millefeuille, alors qu'en fait, la vraie problématique, c'est surtout de renforcer ce qu'il y a et de le rendre plus efficace. Et encore une fois, surtout la coordination entre police nationale et puis la police municipale. Et nos élus et le maire de Lyon notamment sont très mobilisés sur la question. Le maire de Villeurbanne également, qui a réclamé aussi des renforts de police nationale, notamment au Tonkin. Donc on a des élus mobilisés. Et je ne pense pas que ce soit la solution de faire une police en plus. Ça, c'est de la compétence, la police municipale, c'est la compétence des communes. L'État a la police nationale. Je pense simplement qu'il faut travailler à une meilleure efficacité terrain, mais je ne doute pas de la mobilisation de tout le monde sur ces questions-là. Si on a bien entendu ce que vous dites aujourd'hui, il y a eu 2 ans de travail un peu en profondeur sur les dossiers, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément une visibilité forte de vos actions. Donc on va commencer à voir les choses à partir de la rentrée de septembre. Qu'est-ce qu'on verra? Oui, et déjà, effectivement, c'est vrai que tout ce qui est aménagement urbain, je vous parlais du plan piéton, il va être lancé. C'est sûr que rénover tous les trottoirs, ça ne se fait pas en 3 mois, et il y a un peu de temps avant que ce soit visible. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour nous, parce qu'on voit tout ce qu'on a mis en place, à la fois au niveau, je parlais des aménagements du plan nature. Alors, il y a des choses peut-être plus rapides qu'on voit, c'est tout ce qu'on a mis en place au niveau des sociales, donc la tarification solidaire dans les TCL, le revenu de solidarité jeune, toutes ces aides qui sont plus rapides à mettre en œuvre, donc ça c'est visible. Tout ce qui est de l'ordre de l'aménagement urbain, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Après, il y a aussi la régie publique de l'eau, pareil, c'est un gros chantier. Qui est un chantier qui nous tenait à cœur, qui est important parce que ça permet à la fois de préserver, d'avoir un contrôle sur la préservation de nos ressources en eau,
de pouvoir garantir aux citoyens un coût moindre, un coût contrôlé de l'eau, et notamment pour les... Moindre, vous voulez baisser les prix? Pour les premiers mètres cubes d'eau, il faut que qu'on fasse une distinction entre les premiers mètres cubes d'eau du quotidien, j'ai besoin d'eau pour remplir ma piscine, par exemple. Donc ça, c'est important d'avoir cet outil-là pour ça. Et une régie publique, enfin passer à une régie publique, oui, ça prend du temps. Mais c'est des vrais changements en profondeur. Et c'est vrai qu'on travaille plus pour se dire qu'on va changer les choses plutôt que se dire qu'on va communiquer à tort et à travers. Je pense que c'est peut-être un peu notre défaut. On ne communique peut-être pas assez sur ce qu'on fait. Mais en tout cas, bientôt, il y aura beaucoup de chantiers. Je pense que les citoyens peut-être diront l'inverse, il y a trop de chantiers. Mais il y a un petit délai forcément. Mais en tout cas, les gros chantiers sont lancés. L'exécutif a fait un boulot énorme en 2 ans. Je ne sais pas si on se rend compte souvent, mais nous, quand on sort de Lyon, les gens sont admiratifs quand ils voient l'ensemble des chantiers qui ont été menés. Et puis, j'ai envie de dire aussi, non seulement on a des investissements ambitieux, 610 millions en 2020, en 2021, en 2022, c'était 705. À la fois, on a des investissements massifs ambitieux et à la fois, on a une dette qu'on contrôle, puisqu'on a une dette qui diminue de 200 millions d'euros et une amélioration de notre capacité de désendettement, puisqu'on passe de 4 ans et 1 mois à 3 ans et 2 mois. Donc, on a gagné 11 mois en termes de capacité de désendettement. Pardon. Et puis, d'ailleurs, on a eu aussi une notation AA en bonne gestion, c'est-à-dire qu'en plus, en période de Covid, ce qui n'était pas le moindre. Donc, on allie investissement ambitieux pour l'avenir et gestion responsable. On commencera donc à voir les chantiers à partir de la rentrée. Vinciane Brunel-Vira, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.